bienvenue à toutes et à tous dans votre JT des cheminots. Un JT exceptionnel puisque nous allons parler de la réforme du système ferroviaire. Tout ce qui va se décider dans les semaines et les mois à venir va conditionner l'avenir de la SNCF, du service public ferroviaire et des conditions sociales de vie et de travail des cheminots. Le gouvernement a produit un projet de loi. De leur côté, les directions de RFF et de la SNCF tentent de faire la réforme avant la réforme, en accélérant les réorganisations, en créant le trouble dans la tête des cheminots et des salariés de RFF. La CGT le dit, un projet de loi ne fait pas force de loi. D'ailleurs, nous vous rappelons que la Fédération CGT a élaboré un projet complet intitulé « La voie du service public » et mis sur la place publique depuis plusieurs mois, que nous allons d'ailleurs détailler dans ce journal. Et pour vous éclairer, nous vous proposons d'écouter Gilbert Garel, secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots, et Alain Prouvinc, administrateur salarié CGT de la SNCF. Tous deux sont interrogés par Béranger, un jeune cheminot. C'est à vous. Alors depuis maintenant quelques mois, on nous parle d'une réforme du système ferroviaire, mais cette réforme, elle consiste en quoi exactement ? Alors effectivement, depuis quelques mois, et même je dirais presque aujourd'hui quelques années, il y a une réforme du système ferroviaire qui est en cours, puisque enfin tout le monde se rend compte que le système RFF-SNCF ne fonctionne pas, et y compris des éléments, des dysfonctionnements récents font la démonstration que ce système ne fonctionne pas. La CGT le dit depuis 1997, qu'on va droit dans le mur avec ce système-là. À l'époque, on se souvient, c'était plus ou moins pour cacher la dette sous le tapis et la cantonner à RFF et surtout désengager l'État sur une dette qui est la sienne. Donc cette réforme est engagée et tout le monde reconnaît qu'une réforme, il en faut une. Néanmoins, le ministre des Transports, en 2012, en octobre, nous dit « Je vais réunifier le système, je vais maintenir le statut des cheminots, je vais créer des conditions conditions sociales de haut niveau, notamment sur la réglementation du travail, et je vais créer un système qui répond aux besoins des usagers et de la nation. » Bon, nous avons écouté, nous avons pris en compte. Nous nous rendions compte déjà à l'époque que la partie du financement du système n'était pas trop traitée dans son projet, mais voyons voir. Bon, il y a eu des travaux, il y a eu des commissions, etc. La CGT s'est engagée dans ces travaux-là, a mis sur la table des propositions. Aujourd'hui, on a un projet de loi. Le gouvernement nous dit « Je vais réunifier le système. De 2 EPIC, il passe à 3 EPIC. » Là, nous sommes un peu circonspects quand même, en se disant comment on peut simplifier en multipliant le nombre d'EPIC. Et on se rend compte, à la lecture de la loi, qu'il n'y a pas de réelle cohésion, ni économique, ni sociale, ni technique dans ce système. Deuxièmement, on se rend compte aussi que le traitement de la dette n'est pas fait. On se rend compte que le financement des infrastructures n'est basé uniquement que sur la productivité des cheminots. Et à partir de là, nous en faisons la déduction. Comment garantir un cadre social de haut niveau, comment garantir le statut, comment garantir, voire améliorer notre réglementation du travail, si tout est basé sur notre productivité. Et, dernier point, aucun mot dans la réforme, dans le projet de loi, sur la question du fret, qui est, à notre sens, une question essentielle. À partir de là, la CGT s'est mise à réfléchir, à travailler, à œuvrer, à mettre autour de la table quelques experts pour construire un projet de loi complet. Et là, nous nous rendons compte, par la proposition de CGT, qu'on peut réellement réunifier à un seul EPIC, une seule entité. Nous nous rendons compte qu'on peut traiter la dette, nous nous rendons compte qu'on peut financer sans travailler uniquement sur la productivité des cheminots, et nous nous rendons compte aussi que par ce biais-là, on peut donc maintenir le niveau social, même voire l'améliorer sur la réglementation du travail, l'élargir à un cadre social qui serait adaptable à tous les cheminots du secteur, il n'y a pas que les cheminots de la SNCF, et nous avons, y compris dans notre projet de loi, traité la question du fret ferroviaire, de son développement. Voilà ce que nous souhaitons aujourd'hui mettre sur la table, sur la place publique, et offrir au débat public, parce que la question du système ferroviaire, en termes de service public, n'est pas qu'une affaire de cheminots, c'est une affaire de tous les citoyens, de tous les usagers, de toute la nation, je dirais. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Alors justement, par rapport à cette réforme, donc on parle d'unification entre SNCF et RFF. Pour autant, on parle de 3 EPIC, mais il y a aussi le contexte économique qui fait qu'on a quand même une dette de 30 milliards d'euros qui ne fait qu'augmenter. Alors cette dette, on arrive à la résoudre comment ?
Peut-être, je me permets, je vais peut-être répondre, voilà, parce que, comme a dit Gilbert, le système fonctionne mal. Il a pris 1997, parce qu'il y a eu une réforme à cette époque-là qui a séparé la SNCF du réseau en créant un RFF. Aujourd'hui, on nous dit, en fait, la réforme qui est proposée, si on remet ça ensemble et sous un système 3 épiques, on va économiser 500 millions d'euros par an. Nous on dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Pourquoi vous avez attendu tant d'années? Et en fait, eux, ils ne cherchent pas à répondre au dysfonctionnement du système, ni à l'endettement, ni au financement, puisqu'ils ne règlent pas. Ils cherchent à répondre uniquement à une directive européenne d'ouverture à la concurrence. Or, nous, on part des dysfonctionnements créés par le système. On est allé voir dans les services, les cheminots, nos syndiqués, qui sont les véritables experts, pour dire, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir un système qui fonctionne bien, qu'on ait des trains à l'heure, qu'ils soient accessibles à tout le monde, que ce soit du service public, qu'on puisse refaire du fret, etc. Et on est rapidement arrivé à la conclusion qu'il fallait réunifier ceux qui s'occupent de l'entretien des voies, de ceux qui s'occupent d'imaginer les horaires de train pour les usagers, de ceux qui entretiennent le matériel, et de ceux qui font circuler les trains. Il faut que toute cette chaîne de production redevienne fluide et qu'on les remette ensemble. Et ça, c'est ce qu'on a imaginé, indépendamment d'un projet de loi. On n'a pas attendu qu'il y ait un projet de loi. Depuis 1997, on réfléchit à ça. Nous, on veut améliorer la qualité du système ferroviaire au service des usagers. Le projet de loi, la réforme du gouvernement, cherche à répondre à une directive européenne qui veut instaurer la concurrence dans le système, mais qui ne cherche pas à régler le problème de qualité. Donc, effectivement, on part du dysfonctionnement. Sur la question des 30 et quelques milliards de dettes, si on ajoute la dette de RFF, la dette de SNCF, on est en gros à 40 milliards d'euros. Elle augmente de 1,5 milliard d'euros par an. Il faut chiffre intéressant, puisque c'est à peu près ce qu'on verse aux banques en termes d'intérêt de la dette. Le coût de la dette, ce qu'on verse aux banques, c'est 1,5 milliard, c'est ce qui manque au système pour boucler. Ils nous disent, avec leur réforme, qu'ils vont économiser 500 millions d'euros par an, en mettant ça ensemble, mais le fait de reséparer, on va recréer des interfaces coûteuses et recréer des dysfonctionnements. Et il y a également un deuxième étage de notre proposition pour restaurer la qualité, c'est une fois qu'on a remis RFF et la SNCF ensemble, il faut que tout ça, ça fonctionne ensemble, plutôt que les tubes que sont les activités aujourd'hui, hein, l'activité SNCF Voyage, l'activité TER, proximité, l'activité fret qu'on a séparée. Nous, on va remettre ça ensemble, évidemment en le faisant fonctionner, hein, de manière à ce qu'on rétablisse une chaîne de production au service de l'usager. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Mais alors, justement, on parle beaucoup de réunifier la famille cheminote. Alors, pourquoi la CGT est si hostile quand on parle de cadre social harmonisé? Et qu'est-ce que déjà le cadre social harmonisé? Le cadre social harmonisé, il a une définition propre à chacun. Certains disent le cadre social homogène, d'autres disent le cadre social harmonieux, d'autres disent le cadre social commun. Nous, nous disons autre chose. Nous nous disons aujourd'hui, on est dans le cadre d'un service public. La SNCF, qui demain, si notre projet vient à terme, sera complètement réunifié, on aura réunifié la famille cheminote SNCF RFF au sein d'une seule entité, qui sera une entité publique. À partir du moment où c'est une entité publique, il y a un statut qui s'applique, un statut qui a évolué au fil du temps, mais qui trouve ses origines dans la nécessité d'une entreprise de transport ferroviaire qui répond aux besoins de la nation. Le statut, c'est des droits, on le sait, et des droits auxquels sont rattachés les cheminots, mais aussi c'est des devoirs qui sont contraignants. Travailler 7 jours sur 7, travailler le jour, travailler la nuit, travailler les jours fériés. Un devoir de répondre s'il y a une sollicitation en cas d'intempérie, en cas de quoi qu'il arrive, c'est-à-dire répondre aux impératifs du service public. Ce statut, aujourd'hui, nous disons on peut le préserver dans cette entité. Et puis, il y a en parallèle du statut une réglementation du travail, qui elle aussi a évolué au fil du temps. C'est une réglementation du travail qui elle aussi est, sur certains points, très contraignante. Il y a très peu de salariés qui travaillent dans les conditions où travaillent les cheminots, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Mais, en parallèle, c'est une réglementation du travail qui garantit la sécurité, qui garantit
la santé physique et mentale des cheminots, et le tout englobé, statut, réglementation du travail. Il y a aussi tout ce qui est périphérique, mais qui est intégré là-dedans, c'est ce que nous appelons la qualification, qui passe par la formation professionnelle, qui passe par l'évolution de carrière, c'est-à-dire une formation tout au long de sa vie, et qui passe par l'expérience que l'on transmet de génération en génération. Nous disons ça, nous y tenons les cheminots, nous sommes attachés à ça. Et nous disons à la population, soyez attachés à ça, parce que c'est une garantie de qualité pour le service public et c'est une garantie de sécurité. Mais ce que nous disons aussi, pourquoi ces clauses sociales ne serviraient pas de base pour l'ensemble des cheminots du secteur ferroviaire? Pourquoi les salariés les cheminots d'ECR, les cheminots de Veolia, les cheminots de certaines entreprises privées qui travaillent, qui font les travaux sur les voies, ne s'inspireraient pas des clauses sociales, des conditions sociales des cheminots, sur le volet statutaire comme sur le volet réglementation du travail, pour créer une convention collective qui serait applicable à tous les salariés du rail. Voilà en quoi nous disons, nous on est d'accord de travailler sur une amélioration des conditions sociales de tous les cheminots, mais en partant sur nos bases statutaires et surtout en maintenant nos bases statutaires, je le répète très simplement, parce qu'elles sont liées au service public, donc liées à la qualité et à la sécurité, et qu'elles répondent aux besoins, à des besoins de service public. Voilà notre conception à nous. L'autre conception, cadre social harmonisé, ce serait on remet tout à plat et on regarde, en fonction du rapport de force patronale et du rapport de force des salariés, et puis d'un éventuel rapport de force gouvernemental qu'on ne connaîtra pas demain, comment on fait évoluer les choses. Nous disons, ça, c'est marché de dupes, et nous ne voulons pas y rentrer dedans. D'accord, très bien. Et dans le même temps, dans le projet de la CGT, on parle des établissements multi-activités. Alors, est-ce que multi-activités, déjà, quelle est la définition? Est-ce qu'on parle de multiservice? Est-ce qu'on parle de spécialisation? De quoi on parle exactement? On parle d'une chaîne de production. Aujourd'hui, on se rend compte que l'évolution du fonctionnement du système ferroviaire, la séparation SNCF-RFF, la séparation de fret SNCF du reste de l'entreprise, la séparation du service de circulation du service de l'escale en gare. Tout ça, ça a créé un morcellement de la production, des interfaces qui fonctionnent, ça s'imbrique de plus en plus mal, parce que chacun respecte à ses propres objectifs, alors que l'objectif global final, c'est de rendre un meilleur service public aux usagers, et ils perdent ça de vue. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut répondre à l'ensemble du système, et on dit qu'il faut que vous soyez multi-activité. C'est-à-dire, quelqu'un qui conduit un train, un agent de conduite qui conduit un train, il ne doit pas chercher à comprendre si derrière lui, il y a des voyageurs qui font des grandes lignes, des voyageurs qui font du TER, de la proximité. Lui, il doit s'assurer qu'il fait son train à l'heure. Aujourd'hui, ce qu'on lui demande, c'est de faire uniquement le TER, uniquement le TGV. Et si on prend le contrôleur qui est à bord, c'est encore pire, parce que le contrôleur qui est dans le TGV, il ne pourrait pas renseigner le voyageur sur la correspondance en TER qu'il va avoir à l'autre bout, parce qu'il ne connaîtrait pas les horaires, il n'est pas dans la même activité. Nous, on dit, un contrôleur de train qui soit dans un TGV, ou dans un TER, ou dans un Transilien, il doit pouvoir dire au voyageur qu'à l'arrivée, oui, s'il n'est pas au terminus de son voyage, eh il va avoir une correspondance. Et on va même plus loin, on pense que même si la correspondance va se faire dans un car, il doit pouvoir le renseigner, ou au moins lui dire que dans la gare, il va pouvoir aller à tel endroit, rencontrer telle personne cheminote qui va le renseigner. La multi-activité, c'est recréer la chaîne de production pour assurer une certaine fluidité. Et je crois que ce qui est important, la deuxième partie, c'est pas le cheminot qui fait tout dans la multi-activité, sinon on serait dans la polyvalence, ce que voudrait bien faire la SNCF, en cantonnant le cheminot dans la mono-activité. Nous, c'est de développer des métiers de cheminot de spécialistes, mais qui met toute sa compétence au service de tout le service public. Alors qu'eux, ils voudraient que le cheminot, il fait un petit bout de chaque métier au service d'une seule activité, d'un petit bout de l'entreprise. Et dans un service de transport, la personne, l'usager qui se présente au guichet, il veut un billet de train. Il ne demande pas un billet TER ou un billet TGV ou un billet TER plus un billet TGV.
il demande un billet de train pour le voyage qu'il veut accomplir. Et la personne qu'il a en face de lui, elle doit représenter l'ensemble de la SNCF et le renseigner sur l'ensemble de son parcours et lui vendre le billet qui fait l'ensemble de son parcours. Est-ce que c'est plus clair? Et ce qui est détonnant quand même, je voudrais rajouter juste un point, c'est qu'aujourd'hui, on cherche à faire des économies. On l'a vu dans le projet gouvernemental, dans le projet de réforme, mais y compris dans la politique quotidienne de l'entreprise. L'objectif permanent, c'est de faire de la productivité. On exige aux cheminots, votre réglementation du travail est trop rigide. On vous exige plus de souplesse, plus de mobilité, plus de flexibilité, etc. Et nous disons, mais nous, sans toucher à la réglementation du travail, on peut donner plus de souplesse, on peut donner plus de réactivité, on peut donner une meilleure qualité, justement par la multi-activité. Aujourd'hui, c'est la SNCF qui elle-même se rigidifie en cantonnant les cheminots dans une seule activité, voire dans un seul produit, comme on le voit au fret. Mais on ne va pas tarder de voir à la SNCF, dans les produits voyageurs aussi, hein, puisqu'on se rend compte qu'on crée des contrôleurs IDBus, qu'on crée des équipes spécialisées Ouigo, etc. Donc nous disons, au lieu de demander plus de flexibilité aux salariés, de dégrader leurs conditions de travail, trouvons la souplesse, trouvons les économies que vous recherchez dans la multi-activité, à mettre l'ensemble des cheminots au service de toutes les activités. Et à partir, bien entendu, ce qu'on dit, c'est comment on travaille, sur quel périmètre. Bien, c'est sur les bassins d'emploi, c'est sur les territoires naturels, on dira, de la production ferroviaire. On l'a bien compris, la CGT porte un projet de loi qui est totalement opposé à la réforme que veut le gouvernement, mais elle se heurte quand même à des grosses difficultés. Il y a l'Europe, il y a donc le gouvernement, mais il y a aussi le président de la SNCF qui met en place la réforme, avant la réforme entre guillemets, avec la mise en place d'un GU Île-de-France. Alors comment on fait pour justement franchir ces barrières et réussir à mettre en place ce projet de loi? D'accord. Donc il y a en fait deux parties dans ta question, une partie européenne et une partie qui est plus d'organisation du système que je laisserai Gilbert répondra. Sur la partie européenne, l'évolution de la structuration du système ferroviaire en Europe répond uniquement au souci de la Commission européenne d'ouvrir à la concurrence. Pour ouvrir à la concurrence, ils pensent qu'il faut séparer la gestion du réseau de l'exploitation du réseau. Et donc, le fait de faire des entreprises séparées, comme RFF et SNCF, ça a permis pour eux de répondre à cette question-là. Nous, on dit, on peut le faire dans une entreprise unique, à condition de respecter le texte, l'esprit du texte européen, qui est d'assurer aux nouveaux entrants, parce que la concurrence existe, il y a des entreprises fret aujourd'hui qui circulent sur nos rails, c'est leur assurer qu'il n'y a pas de favoritisme vis-à-vis des trains de la SNCF, qui ne sont pas péjorés par des gens qui font la même chose. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'on sorte tous les services du système ferroviaire français qui assurent cette équité d'accès, cette transparence, et on dit qui est le mieux placé pour faire ça dans un pays, c'est l'État. Et on dit on va confier ça au ministère des Transports, à un service qu'on a appelé qui s'appelle la DGITM, on pourra y revenir. Et donc, on assure que le système est transparent, tout le monde pourra contrôler qu'un train n'est pas favorisé par rapport à un autre. Donc, sur la partie européenne, on est dans les clous en disant notre système unique, dans une entreprise unique, avec un GIU, gestionnaire d'infrastructures unifié au sein de la SNCF, ça marche parce que ce qui répond à l'équité, c'est-à-dire les fonctions essentielles, c'est le terme exact, elles sont sorties et confiées à un arbitre où il n'y a personne au-dessus, puisque c'est l'État. Donc voilà, sur la partie européenne, sur Pépi qui fait la réforme avant la réforme, je vais laisser Gilbert répondre. Moi, je crois qu'il y a un grand espoir, et puis on peut le démontrer. Quel espoir on peut donner aux cheminots? Un projet alternatif existe, et Alain vient de le démontrer. Ce projet rentre dans les critères, dans les lois existantes aujourd'hui, tant en France qu'en Europe. Ce qui signifie qu'on est crédible avec un projet alternatif. Regardons d'où on vient, pour savoir d'où on veut aller. On se rappelle, c'est pas si vieux, Nathalie Kosciusko-Morizet, Mariani, les assises du ferroviaire, une prévision d'éclater complètement le système ferroviaire. À une époque, on nous disait qu'il n'y a que deux solutions. Celle présentée par Hubert Duménil, deux épis complètement séparés,
celle présentée par Guillaume Pépi, une structuration en holding, c'est-à-dire une entité de tête financière, et en bas que des sociétés anonymes. Déjà, ces deux projets terminés, balayés, on n'en parle plus. On a contraint le gouvernement à essayer de nous présenter quelque chose qui soit mieux présentable avec 3 épiques, avec des termes rassurants. Donc on a fait déjà évoluer les choses. Et on les a fait évoluer comment? On les a fait évoluer à la fois en portant des propositions alternatives et ensuite en créant le rapport de force avec les cheminots. Et quand on dit le rapport de force, il y a eu des actions de grève, il y a eu des manifestations. Rappelons-nous, 2011, 16 000 cheminots devant le Palais Iéna, devant le Conseil économique et social. Tous ces éléments-là ont conduit, ont obligé à faire un débat public, ont obligé à faire des propositions alternatives, ont obligé à faire évoluer, y compris le projet gouvernemental. Autre élément, alors que sous le précédent gouvernement, le fait de départ, c'était le rapport Grignon, l'ouverture à la concurrence, en 2012, je le disais, Frédéric Cuvillier dit « Pour l'instant, la concurrence n'est pas à l'ordre du jour ». Mais il n'a pas dit ça en l'air comme ça. Il a dit sous la pression des cheminots, qui disaient « La concurrence n'est pas la solution ». Mais il a dit aussi sur le débat public qu'on a fait, parce que l'ARF, l'Association des régions de France, a sorti un manifeste en disant « Nous, la concurrence ne nous intéresse pas, parce que les usagers sont attachés à l'entreprise publique, à la SNCF, et ça, ils le savent. Parce que dans d'autres services publics, l'électricité, la téléphonie, l'aérien, la libéralisation, l'ouverture à la concurrence ont fait la démonstration quand même des limites en termes de qualité et de réduction des prix. Tous ces services-là ont eu des prix qui ont explosé pour une qualité moindre. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience et il faut qu'on continue à développer cette prise de conscience. La Fédération CGT des cheminots, nos syndiqués, nos militants, eh bien, vont déjà travailler à convaincre les cheminots, à les faire s'approprier le projet CGT, et puis au-delà, à les convaincre les usagers, à les convaincre les politiques. Et puis, de temps en temps quand même, je pense, il va falloir créer les conditions de la mobilisation sous des formes à définir avec nos syndiqués, avec les cheminots, mais il va falloir créer les conditions d'un rapport de force sous toutes ces phases. C'est comme ça que nous souhaitons mener le débat public, mener la démocratie sociale et très certainement, et je le souhaite, gagner sur la voie du service public. Gilbert, Alain et Béranger, merci. Stratégie des luttes sera le thème de notre prochain JT. À ciao.